BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Puis c'est un des meilleurs spécialistes sur l'évolution des matières premières. Il publie sa Bible de plus en plus lourde, le Cyclope. Philippe Chalmin, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, historien, donc je disais économiste, prof à Dauphine. Et donc le président fondateur de Cyclope, 34e édition, où en fait vous passez en revue toutes les matières premières. Vous avez même un indice sur les 34 matières premières. Et là, c'est une édition un peu particulière. Vous avez quasiment dû tout réécrire parce que tout a changé depuis le début du mois de mars. Hein. Absolument. En fait, on n'a pas changé, en ce sens que dans le Cyclope 2020 de cette année, qui fait pratiquement 1 millier de pages, il y a le Cyclope tel que nous l'aurions fait, c'est-à-dire celui que l'on prévoyait début janvier, lorsque le monde devait croître à 3%, etc. Et puis, on a rajouté une centaine de pages en introduction qui sont arrêtées à la mi-mai, un premier bilan de ces 4 mois et de ce que nous appelons la crise de 2020. Mais on n'a pas changé non plus. Vous pourrez vous amuser à regarder la couverture qui représente une fresque peinte à Sienne au XIVe siècle par un peintre, Ambrogio Lorenzetti, qui est mort de la peste noire, et c'est une allégorie du mauvais gouvernement. Eh bien, le mauvais gouvernement, c'était quand même le thème de ce grand désordre du monde qui marquait déjà 2019 et qui nous marque encore aujourd'hui. Oui, alors si on regarde quand même, là, l'indice des matières premières que vous avez calculé, il a chuté de 42% entre le 1er mars et le 30 avril. Entre le 1er janvier et le 30 avril. Ah oui, le 1er janvier, pardon. 1er janvier, 30 absolument. avril. Voilà, Oui. 42% sur notre indicateur. Alors évidemment, il faut intégrer le fait qu'il y a le pétrole là-dedans et que le pétrole pèse lourd. Qu'on s'est arrêté au 30 avril, le moment où le pétrole était au plus bas. Vous avez vu qu'il a remonté. Nous sommes aujourd'hui le 9... oui, on est le 10 juin. Non, le 10 juin. Oui, 10 juin même. Nous sommes le 10 juin. Notre indicateur est probablement un peu plus élevé. Et en fait, le produit dont le prix a le plus baissé arrêté aujourd'hui, c'est plus le pétrole, mais c'est dans la même famille, c'est le gaz naturel. Pour le reste, nous avons des baisses de prix de l'ordre de 10 à 20%, avec quelques hausses d'ailleurs, pour le blé, le riz et l'or bien entendu, mais en réalité, ces baisses de prix, elles sont assez légitimes face au choc de demande que nous avons vécu. J'imagine que vous venez d'en parler avec Jean Hervé, j'étais dans la salle d'attente, je ne pouvais pas entendre, mais l'OCDE sort du moins 6%, c'est là. Au niveau mondial. Au niveau mondial. Non, non. Au niveau mondial. Oui, mais la France, dans notre histoire, sur les marchés, ne compte pas. Mais je vous rappelle que début de l'année, quand on démarre Cyclope, le FMI nous prévoyait, et ça paraissait à peu près normal, plus 3,3. Donc de plus 3,3 à moins 6, ça veut dire un coup d'accordéon de 9% de croissance du PIB. C'est considérable, jamais le monde, là je reprends ma casquette d'historien, c'est là le choc économique le plus important que le monde ait connu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Oui, absolument, c'est que sur l'OCDE aussi, hein, avec Laurence Boone demain qui sera sur ce même plateau, on voit bien que c'est la crise la plus importante en temps de paix, en tous les cas, hein, depuis toujours, en temps de paix. Je précise, alors, disons que alors attendez, si on c'est veut pas l'objet, vous n'êtes pas... Non, l'historien va pour une fois laisser la place à l'historien des matières premières. Là, on essaie de comprendre un peu ce qui se passe. Le pétrole, vous le voyez comment? Qu'est-ce qui va se passer, là, le pétrole? Alors, là où vous avez raison, il faut parler du pétrole, parce que à côté de la crise économique provoquée par la crise sanitaire, donc un choc de demande, il y a effectivement un contre-choc énergétique déclenché en réalité avant le Covid, parce que nous étions déjà en situation excédentaire et que ça a été la désunion entre Arabie Saoudite et Russie. Et lorsque le prince Mohammed bin Salman décide le 5 mars de casser tous les accords et de déclencher la guerre du pétrole, il le fait au pire des moments, mais c'est à un moment où on n'a pas encore pris conscience de ce qui se passait, de l'ampleur des dégâts. Alors depuis, nous sommes remontés, on est au-dessus de $40 le baril. Et qu'est-ce qui va se passer là?
Ce qui va se passer, c'est que je crains quand même qu'un petit vent de désunion recommence à souffler entre des intérêts qui sont quand même manifestement divergents. Et j'aurais tendance à penser quand même, on va avoir une certaine reprise de la demande, que d'ici la fin de l'année, on va rester base baril de Brent entre 30 et 40 $, sauf accident politique, géopolitique majeur. Mais je vous rappelle que les accidents géopolitiques, ils sont passés un peu au second plan, puisque nous sommes dans une situation pareille. Là, on est dans une situation où on va voir que, quand même, entre la Chine et les États-Unis, ça s'est incroyablement tendu avec cette crise. Oui, mais à la limite, Chine-États-Unis, c'est relativement neutre sur l'affaire du pétrole. Oui, bien sûr. Non, mais sur le plan économique, c'est le seul point. Alors, sur le plan économique, je l'entends bien, mais finalement, la Chine joue un rôle essentiel pratiquement à toutes les pages de Cyclope, sauf bien sûr. dans le champ énergétique. Je sais bien. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir aussi que ça va créer des tensions extrêmement fortes, et notamment sur d'autres formes de matières premières. Un mot sur le gaz naturel. Pourquoi le gaz naturel est celui qui a profité quelque part de cette... Qui a profité, non. Au contraire. Non. Et tout simplement. Qui a profité dans un premier temps et après, effectivement, il s'est effondré. Et ça, c'est ce qu'on appelle la logique des fondamentaux. Nous avons eu une vague d'investissement très important dans le domaine du gaz naturel, que ce soit au Qatar, que ce soit en Australie, devenu le premier producteur mondial de gaz naturel liquéfié, que ce soit bien entendu aux États-Unis. Et la demande n'a pas suivi. Et ça, c'est une des bonnes conséquences de cette crise, car aujourd'hui, le gaz naturel est à un prix tellement bas que, enfin, il devient compétitif dans un certain nombre de pays face au charbon. Et donc, autant la crise va avoir des conséquences peut-être un peu négatives pour un certain nombre d'énergies renouvelables qui vont avoir du mal à passer face au pétrole, et on a vu l'effondrement en particulier du maïs et du sucre lié à la crise de l'éthanol. Par contre, c'est clair, la chute des prix du gaz naturel fait que pour de très nombreux pays importateurs, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, il devient intéressant de bazarder, s'ils le peuvent, leurs vieilles centrales thermiques au charbon et de passer à des centrales thermiques à gaz, ce qui est quand même toujours un peu polluant, mais moins polluant. Bien sûr. Il y a la grande exception, non, il y en a peut-être d'autres, des plus petites matières premières, mais c'est l'or. L'or, quand même, alors là, c'est... mais c'est la relique barbare. Quand ça bouge, quand vous avez des craintes, le prix de l'or remonte. Je ne suis pas très optimiste sur l'or pour une autre raison qui va vous amuser peut-être. Un des grands consommateurs d'or, c'est l'Inde. Et l'Inde en particulier, lorsqu'il y a la mousson, et une bonne mousson, c'est une belle saison des mariages. Je ne sais pas quelle sera l'état de la mousson. Par contre, ce que je sais, c'est que le Covid, les mesures de confinement extrêmement strictes de dépression économique qui risque de modifier quand même la situation sur les importations d'or indiennes. Je mettrai un petit bémol, c'est que la situation économique est telle, comme vous venez de le dire, Philippe Chalmin, c'est qu'en même temps, les Indiens ne respectent pas tellement le confinement parce qu'eux, ils n'ont pas le chômage partiel, ils n'ont pas toutes les aides qu'on a. Quand même, mais ils n'auront peut-être pas les moyens de se payer des mariages et de financer la dot de la mariée. C'est ça l'or, c'est la dot des mariés. C'est la dot de la mariée, comme quoi ça... Qu'est-ce qu'il faut retenir en fait parce que c'est les marchés mondiaux 2020, s'il faut retenir 3 éléments, ça serait quoi? Ou 2, enfin je veux dire, quoi? Un contre-choc énergétique. Contre-choc énergétique. Pas de crise alimentaire, pas de crise agricole et alimentaire. Contrairement à tout ce qu'on a dit sur ces 3 derniers mois, il n'y a pas eu de crise agricole et alimentaire. Et pour le reste, des marchés qui n'attendent pas Godot, mais qui attendent la Chine. Et ça veut dire qu'un certain nombre de marchés ont déjà quasiment préempté la reprise économique chinoise. Vous avez un symbole ces derniers jours, le minerai de fer, qui est revenu non seulement au-dessus de ses niveaux d'avant Covid, mais qui même, il était à 90 $ la tonne, il est même passé au-dessus de 100 $ la tonne. C'est très important quand vous savez que la Chine est importatrice de pratiquement, enfin le commerce mondial du minerai de fer, c'est à 2/3 des importations chinoises. Quelles sont pas les terres rares, mais les matières premières rares qui vont le devenir de plus en plus? Parce qu'on le sait qu'avec la fabrication de nos chers smartphones, etc., c'est
pas le lithium, c'est le quoi? Alors non, c'est sur les batteries, les batteries automobiles. Votre scooter électrique, cher Edwige, ou peut-être autre chose, il y a une batterie où il y a du cobalt, il y a du lithium, il y aura un peu de nickel aussi. On a créé d'ailleurs... un autre, c'est pour ça que on a créé un chapitre dans Cyclope sur les métaux électriques. Alors eux, ils ont traversé la crise, je dirais, ils ont connu un petit coup de déprime et de baisse de la demande comme les autres. Il y a une chose dont il faut tenir compte aussi, c'est qu'un certain nombre de producteurs miniers en particulier ont été handicapés par le confinement, par le Covid. Ça a été le cas du cobalt en République démocratique du Congo, ça a été le cas des platinoïdes en Afrique du Sud. Il y a un métal qui aura traversé la crise pas mal, c'est le palladium. Et le palladium, je vous rappelle, c'est dans les pots catalytiques de vos véhicules à essence, alors que le platine qui sert pour les véhicules diesel, lui, est dans le marasme le plus complet. Est-ce qu'il y aura, peut-être en conclusion, Philippe Chalmin, un monde d'après, par rapport à tout ce que vous venez d'écrire? Est-ce qu'il va y avoir une sorte de révolution dans les matières premières ou pas? Alors, autant je crois au monde d'après, et pour moi, 2020, ça va être un retournement dans l'histoire économique identique à la Grande Dépression et identique aux années 70. Sur les marchés de matières premières, la réponse est non. Sur les marchés des matières premières, je pense qu'on va reprendre la tendance que nous avions jusque-là et qu'on anticipait d'ailleurs avant le Covid, c'est-à-dire une lente poursuite de la baisse des prix parce qu'on va retrouver des situations excédentaires, sauf bien entendu, et je parle toujours, catastrophe climatique, géopolitique et sanitaire. En ayant ouvert ces parapluies, je dirais que nous restons alors dans un dernier domaine qui est le fait, et c'est un petit peu le thème de Cyclope, le mauvais gouvernement. Nous n'avons plus personne au niveau multilatéral. L'OMC est mort, les COP sont mortes, et ça, c'est probablement quelque chose d'assez dramatique. Ça, c'est sûr qu'il faut revoir la gouvernance mondiale. Merci beaucoup, Philippe Chalmin. Donc, les marchés mondiaux, magnifique couverture, vous l'avez dit, du XIVe siècle. Et puis c'est la Bible, la référence, comme depuis 34 ans. Merci beaucoup Philippe Chalmin d'avoir été avec nous dans un instant. C'est l'homme clé de l'industrie aéronautique, Éric Trappier, le président du GIFAS et président d'Assaut Aviation, est notre invité dans le RH.